Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ici en salle de presse pour notre point presse quotidien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 juin. Nous avons quelques annonces à vous faire et j'invite en premier lieu Johannes pour une annonce sur un nouvel investissement européen dans le domaine de l'innovation dans la lutte contre le coronavirus. Johannes. Thank you, Eric. Yesterday, the Commission has awarded 314 million euros from Horizon 2020 via the European Innovation Council Accelerated Pilot. 166 million go to 36 companies to combat the coronavirus pandemic. Projects include, for example, ventilation monitoring systems with real-time feedback on the quality of the ventilation that is provided to the patient, or an antibody platform to treat severe cases of infection. In addition, more than 148 million will be granted to another 36 companies to contribute to the recovery plan for Europe. Here, examples include taller, stronger and cheaper wind turbine masts made out of wood, or an organic fertilizer production system. 818 applications have received a seal of excellence. We have more information available in a press release. Thank you, Johannes. J'appelle maintenant Balázs, qui doit être en ligne pour une annonce sur l'aide humanitaire pour la République démocratique du Congo. Effectivement, Balázs. Bon après-midi. Un premier avion du pont aérien humanitaire de l'Union européenne vers la République démocratique du Congo a décollé hier soir, avec à son bord Janez Lenarčič, donc le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Philippe Goffin, ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense. Également était là Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. À Kinshasa, ils seront reçus par le président de la République démocratique du Congo, donc Félix Tshisekedi, et rencontreront des représentants d'organisations humanitaires et de la société civile dans la capitale et à Goma. Les vols sont entièrement financés par l'Union européenne et sont le produit d'un effort conjoint déployé par l'Union européenne, la Belgique, la France et des organisations d'aide humanitaire en coopération avec les autorités de la RDC. Comme l'a annoncé le commissaire Lenarčič hier, le financement humanitaire de l'Union européenne en faveur des personnes les plus vulnérables en RDC s'élève à plus de 40 millions d'euros en 2020. Merci Balázs. Je vais maintenant finir avec les deux vidéoconférences aujourd'hui qui sont déjà en cours. Les ministres de l'Union européenne chargés du développement tiennent en ce moment même une vidéoconférence. Ils discutent principalement des progrès réalisés dans la mise en œuvre du paquet Team Europe qui a été lancé le 8 avril 2020 afin de soutenir les pays partenaires dans la lutte contre la pandémie et ses conséquences socio-économiques. Au début du débat, ils ont eu un bref échange avec le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. La visioconférence est présidée par le haut représentant vice-président Josep Borrell, avec la participation de la commissaire des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen. Puis, une vidéoconférence des ministres européens de l'agriculture est en cours en ce moment pour discuter des stratégies de la ferme à la fourchette et de la biodiversité, récemment proposée par la Commission dans le cadre de l'initiative européenne du Pacte vert pour l'Europe. Une conférence de presse avec la participation du commissaire Wojciechowski aura lieu à 14h30. Vous pourrez la suivre et poser vos questions en ligne par le biais du Conseil. Voilà, ceci termine nos annonces. Nous pouvons passer à vos questions. Alors, je vois une question de Anna Wandensky. Anna. Vous m'attendez? Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Nous t'entendons. Oui, merci. J'ai la question à Balázs parce que j'aurais voulu avoir quelque chose de spécifique destiné à Ebola, parce que est-ce qu'il y a les fonds, etc., soit l'action ciblée pour cet nouveau outbreak d'Ebola à Congo.
C'est la première question. Et aussi, j'ai la question à toi parce que moi, je me pose la question aussi, est-ce que telles conférences avec la presse sont toujours relevantes? Parce que hier, en ville, à Bruxelles, la manifestation a eu lieu des 10 000 personnes qui ne respectaient pas les règles des confinements, des règles des Covid. Donc, est-ce que peut-être dans ce nouveau contexte, on peut venir parce que nous ne sommes pas 10 000 personnes, la presse bruxelloise, et nous sommes peut-être 50 personnes chaque fois qui a la chance de te parler et parler le service communication en direct. Balázs. Oui, donc je vais essayer de donner une réponse à la première question. Donc bien sûr, l'Union européenne reste déterminée à continuer son aide en République démocratique du Congo pour lutter contre Ebola et aussi dans les pays voisins à haut risque pour les aider dans la prévention et la préparation. Donc l'Union européenne a fourni plus de 100 millions d'euros pour des projets humanitaires et de développement, ainsi qu'une mobilisation d'experts médicaux et d'une aide en nature via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne pour lutter contre Ebola depuis le début de l'épidémie de 2018. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé le 1er juin 2020 une nouvelle flambée d'Ebola, cette fois-ci dans la province du nord-ouest de l'Équateur. À cet égard, nous restons en contact étroit avec les autorités nationales de la RDC, des pays voisins, l'Organisation mondiale de la santé et aussi le coordonnateur d'urgence des Nations unies contre Ebola et d'autres donateurs et partenaires humanitaires afin de continuer à répondre aux besoins sur le terrain. Merci. En ce qui concerne l'ouverture de la salle de presse, Anna, cela ne dépend pas directement de ce qui se passe en Belgique. D'ailleurs, la législation belge n'obligeait pas la Commission européenne à fermer la salle de presse à aucun moment, mais elle répond à nos processus internes, y compris au niveau du déconfinement. Nous avons eu l'occasion d'en parler déjà vendredi, suite à une question sur ce même sujet. Je suis ravi que tu aies envie de revenir en salle de presse rapidement, mais nous allons organiser les choses de telle sorte que l'ensemble des phases qui mènent à votre présence en salle de presse puissent être gérées de manière appropriée. Nous allons avoir une discussion avec l'API à ce sujet, d'ailleurs, cette semaine. Mais comme je l'ai dit, a priori, notre plan est de n'ouvrir la salle de presse que dans une phase ultérieure, sans doute après les vacances d'été. Et en attendant, nous espérons que le système que tu maîtrises parfaitement maintenant te permettra malgré tout de continuer à dialoguer avec nous. Voilà. Alors je passe maintenant la question à Christian. Oui, bonjour. Le ministère des Affaires étrangères chinois a annoncé demain une réunion en visioconférence à haut niveau entre le ministre des Affaires chinois et M. Borrell. Donc je voudrais avoir confirmation de votre part de cette réunion. Je voudrais savoir comment elle se planifie avec le sommet UE-Chine qui est prévu également dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il y aura une autre date? Et quels sont les sujets que M. Borrell entend aborder avec son alter ego ou son homologue chinois? Merci. Merci Christian. C'est une question pour Virginie. Bonjour Christian. Vous m'entendez? Super. Oui, effectivement, il s'agit demain de la réunion du dialogue stratégique, qui est une réunion habituelle au niveau effectivement du haut représentant vice-président Josep Borrell et du ministre des Affaires étrangères et conseiller d'État Wang Yi. Cette réunion devrait commencer demain matin, si je ne me trompe pas, à 10h et sera suivie d'une conférence de presse autour de 13h pour laquelle nous vous enverrons une invitation au plus vite. Les sujets qui sont abordés dans ce type de réunion, qui sont des réunions, comme je te disais, habituelles, hein, donc c'est assez standard. Nous allons, l'Union européenne et la Chine passeront en revue le statut
de la relation bilatérale, y compris en vue de la préparation du sommet bilatéral auquel tu fais référence et dont nous espérons qu'il se tiendra d'ici la fin du mois. Également seront abordés les sujets multilatéraux, y compris la situation sur le Covid-19, et ainsi qu'un certain nombre de questions internationales et régionales pour voir comment on peut coopérer du mieux possible pour apaiser les tensions qui peuvent exister partout dans le monde. Et à cet égard, je crois qu'également sera donnée une attention particulière à comment on peut coopérer mieux ou plus profondément sur l'Afrique, notamment dans le contexte du coronavirus et des conséquences de la pandémie sur le continent. Merci Virginie pour cette réponse détaillée. Donc, ça n'est pas une réunion entre le haut représentant Borrell et le ministre chinois des Affaires étrangères n'est évidemment pas équivalent à une réunion de type sommet UE-Chine qui reste à fixer. Je passe la parole à Alain. Alain. Il faut que tu appuies sur le bouton Speak, mais tu connais le système. Je vois que ta caméra... Voilà, parfait. Voilà, ouais, tout va bien. Bonjour tout le monde. J'ai une question donc sur ce possible feu vert de la BEI cette semaine à un financement d'un terminal méthanier à Chypre, financement d'un terminal qui serait construit, mis à disposition par une société chinoise. Selon Libération, ce financement pourrait poser quelques problèmes parce qu'il serait, enfin, ce projet serait extrêmement cher par rapport à ce qui se fait d'habitude, notamment, et parce que la société chinoise n'a pas un grande expérience à la matière. Donc, je voudrais avoir quelques informations sur ces aspects, on va dire techniques. Et puis, j'ai une autre question qui est un peu plus politique, peut-être pour Peter ou pour Virginie. Est-ce que en ce moment, compte tenu d'un certain nombre de problèmes et de background sur lesquels je ne vais pas revenir, que nous avons tous en tête, est-ce qu'il est judicieux de signer ce type d'accord et de financer ce type de contrat au niveau européen avec la Chine? Merci. Merci Alain. Pour la première partie de ta question, je me tourne vers Tim. Oui, bonjour. Question, désolé que je n'ai pas eu l'occasion de vous rappeler à ce sujet ce matin, on a échangé par email. Je me permets de vous répondre en anglais, vu qu'il y a quelques éléments un peu techniques, mais je peux faire un suivi après en français si nécessaire. So under the 2017 CEF Energy Call, the construction of the Cyprus Gas to EU LNG regasification terminal was granted 101 million euros in EU financial assistance. This is a decision which was actually taken in February 2018, as far as the Commission part is concerned. So this is a project of common interest, and the objective is to end the energy isolation in Cyprus to allow a shift from oil to natural gas for electricity generation, which has an impact, of course, on greenhouse gas emissions. So in September 2019, a consortium led by a Chinese company was selected as the preferred bidder for the construction of the terminal. Following the normal public procurement procedures, the Commission doesn't intervene in these procedures, which are managed at the national level. I can confirm what was in that article, that we have received some complaints related to this procedure, but we found no evidence of any infringements of EU public procurement legislation, which notably doesn't provide for the mandatory exclusion
of companies from third countries for such award procedures. You mentioned a couple of other technical questions to do with the capacity of the bidder and the cost of the bid. I'm afraid I don't have that information to hand, but we are following up with our experts on that, and I can come back to you hopefully in the course of the afternoon. I think that's all I have to say from my side for the moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tim. Virginie, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose en ce qui concerne la dimension relation avec la Chine? Merci. Non, effectivement, je préfère ne rien rajouter à ce stade. En plus, on aura l'occasion de discuter des relations avec la Chine. Enfin, vous aurez l'occasion de discuter des relations avec la Chine avec le haut représentant lui-même demain à la conférence de presse qui suivra le dialogue stratégique. Donc, je pense que je ne vais pas rentrer dans des commentaires à ce stade. Mais juste, si je peux juste ajouter une petite chose. Vas-y, Alain. Oui. Est-ce que ce type de contrat qui pose quand même problème pour certains et dans certains pays, est-ce que il est considéré comme finalement business as usual par la Commission en termes politiques, je parle encore une fois? Non mais, Alain, tu sais comme moi que l'attribution de marchés publics est par nature un exercice souvent délicat, qui mène très souvent à des questionnements. Mais il est basé, un tel processus est basé sur des textes juridiques. Et ce qui compte pour nous, c'est bien entendu, est-ce que les textes juridiques qui encadrent l'attribution de marchés publics ont été respectés ou non. Ensuite, il peut y avoir des questionnements de nature politique en matière de marchés publics en général, comment est-ce qu'ils sont attribués, etc. Et dans ce domaine-là, je te rappelle que la Commission a eu l'occasion de faire des propositions dans le passé, notamment sur IPI, le International Procurement Instrument, une proposition qui est déjà sur la table depuis longtemps et qui fait l'objet de discussions au niveau du Conseil, qui vise à assurer notamment la réciprocité en matière d'accès au marché public et la possibilité de prendre des mesures quand ce n'est pas le cas. Mais sur base de la législation actuelle, nous ne pouvons a priori pour le moment que constater que le marché semble s'être déroulé selon les règles. Tim t'a dit que nous avons reçu un certain nombre de commentaires à ce sujet et que des vérifications ont été faites. Voilà ce que nous pouvons dire sur le sujet pour le moment. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Je vois beaucoup de mains levées. Est-ce qu'elles ont trait à ceci? Alors, David. Oui, bonjour Eric et merci. David Carretta, Radio Radicale. Je voulais demander à Virginie si par rapport à la réunion de demain, la situation à Hong Kong va être discutée entre le haut représentant et le ministre des Affaires étrangères chinois. Et si aussi la question de minorités musulmanes et en particulier les Ouïghurs renfermés dans des camps d'internement va être aussi discuté. Merci. Alors on n'est plus vraiment sur le sujet du terminal gazier à Chypre, mais il y a une dimension chinoise. Donc Virginie, je te repasse la parole. Oui, merci. Pour ce qui concerne Hong Kong, en fait, tu auras peut-être noté dans la dernière déclaration adoptée par tous les États membres, là, donc la déclaration du haut représentant au nom des 27 du vendredi, donc pas le dernier vendredi, mais celui d'avant, hein, quand il y avait eu la VTC des ministres des Affaires étrangères. Cette déclaration fait référence explicitement au fait que ce point sera soulevé lors du dialogue stratégique. Donc là-dessus, je peux dire
avec certitude que ce sera effectivement un point que le haut représentant soulèvera. Sur la question de Xinjiang, je ne voudrais pas m'avancer dans les détails d'une discussion qui n'a pas encore eu lieu. Comme je l'ai dit, on vous en rendra compte et le haut représentant lui-même vous en rendra compte après la réunion. D'une manière générale, il est évident que l'Union européenne soulève chaque fois dans ses contacts bilatéraux avec la Chine la question des droits de l'homme. Donc, je ne serais pas surprise que la question des droits de l'homme en général soit discutée, au moins mentionnée et soulevée par la partie européenne. Pour autant, je préfère qu'on en reparle demain à la suite de la réunion. Merci Virginie. Y a-t-il d'autres questions pour Virginie sur la Chine ou pour Tim sur le terminal gazier à Chypre? Alors je vois 2 mains levées. Noureddine. Merci. Bonjour Eric. Oui, bonjour Noureddine. Bonjour Eric. J'ai une question, mais c'est pour Peter, si tu permets, sur la Libye. Est-ce que je... Laisse-moi d'abord voir s'il y a des questions. Merci de ne pas garder votre main activée. Je vous promets que je reviens vers vous ultérieurement quand nous avons terminé avec un sujet. Ansgar, a question on either China or the gas terminal. No? Okay. So my instructions are making their way. Very good. So, alors dans ce cas, Noureddine, nous revenons vers toi avec ta question pour Peter sur la Libye. Vas-y. Bonjour tout le monde. Eric, I prepared my question in English. Sure. The military situation is changing in Libya, and the battles are focused now on Sirte, which is close to the oil fields. But politically, Mr. Sarraj, the head of the government of Tripoli, refused the Egyptian initiative, which is offering a possibility for a ceasefire, or call all parties for a ceasefire. Can Peter, can you explain to us the European Union position towards the latest development, whether it is on military level and also on the Egyptian initiative? As far as I know, there is no official comment from your side on this declaration of Saturday in Cairo. Thank you. Thank you, Noureddine. Indeed, the situation on the ground is changing, but what is not changing is very firm and principled position of the European Union. We have called repeatedly for immediate ceasefire in Libya. We have appealed on all the parties who are involved in the conflict to stop the fighting, stop the armed confrontations, violent confrontations, and return to the negotiating table. This call and this appeal and this position stays firm. We are appealing and calling on all parties to act responsibly and immediately stop the hostilities. When it comes and return to the negotiating table, of course, because there is no more military solution, there is only political solution that needs to be found behind the negotiating table. When it comes to the second part of your question, the Egyptian initiative, let me say the following. Any initiative that is in line with the UN-led Berlin process and that aims to establish peace and stability in Libya is a positive step and it's a positive initiative. But there is no alternative to an inclusive political solution reflecting the conclusions of the Berlin process and Berlin Conference, which was confirmed also by the United Nations Security Council Resolution 2510. Thank you, Peter. Are there other questions for Peter on Libya or other subjects? Noureddine, tu as un follow-up? Non, merci. Merci, je te remercie. On te déconnecte alors. Voilà, merci. Are there other questions for us today? Okay. Nikolai Nielsen. Press speak.
Yes, okay, sorry. Nikolai Nielsen, EU Observer. Thank you. I just had a question on Malta, and I mean, and whether or not, I know the European Commission is coordinating efforts in terms of relocation when it comes to migrants. And I was wondering if any member states have come forward with any pledges to help relocate the around 400 people that have been disembarked over the weekend in Malta. Thank you. Thank you, Nikolai. A question for Adalbert. Good afternoon, Nikolai, and good afternoon, everybody. Maybe let me make a more general point also about the situation. While the circumstances of the case have been very difficult, we are relieved that now disembarkation has taken place, which also brings more clarity as to the next steps and allows progress to be made on the situation of the persons concerned. And of course, in this context, we remain in very close contact with Malta. For example, Commissioner Johansson had ministerial level contacts over the weekend. And we are indeed now coordinating relocation efforts for the persons concerned. And we have had first member states who have expressed willingness to participate. We have 3 member states, and we very much commend them, of course. We also encourage other member states to equally show their support. This is a point that Commissioner Johansson also stressed at the video conference with Home Affairs ministers on Friday. And as we always stress, we consider that more cooperation and solidarity between member states is needed. Generally speaking about relocation, we have been coordinating post-disembarkation arrangements since January 2019, and we are committed to helping member states find ad hoc solutions. However, it is clear that a more sustainable and reliable and permanent approach to search and rescue is urgently needed, something that will also be addressed in the new pact on migration and asylum. And of course, apart from coordinating post-disembarkation arrangements, we're also doing a lot to support Malta and other member states of first entry from an operational, financial perspective and through our agencies. And of course, support is available from these perspectives also to the Maltese authorities. Thank you. I see lots of hands raised, but I would like to check that they're on this issue for Adalbert. If not, I've noted down your names, so I will come back to you if it's not the case. Lorenzo, une question sur la situation à Malte? Oui, en fait, c'est sur ce qu'Adalbert vient de dire. Bonjour. Le pacte sur l'immigration et l'asile devait être proposé par la Commission avant l'été. Est-ce que j'ai vu qu'il n'est plus dans l'agenda de cette année de la Commission qui a été approuvé, je crois, la semaine dernière, le 27, je crois. Et quand est-ce qu'il y aura maintenant le pacte? Je comprends qu'il y a probablement un problème de négociation plus urgente sur le Recovery Pact, mais quand est-ce qu'il y aura maintenant la proposition du pacte sur l'asile et l'immigration de la part de la Commission? Et j'avais aussi une autre question concernant toujours l'agenda de la Commission, si je peux c'est très court, c'est quand est-ce qu'il y aura la stratégie sur l'hydrogène, parce que le vice-président Timmermans en a parlé au Corriere della Sera hier. Donc ça, c'est une autre question sur l'agenda de la Commission, la stratégie de l'hydrogène qui était aussi prévue pour le deuxième trimestre de cette année. Merci. Adalbert. Oui, sur le pacte migration et asile, il continue bien à être présent dans le programme de travail de la Commission amendé, tel qu'adopté il y a, je crois, plutôt 2 semaines. Il est indiqué dans ce programme de travail amendé pour le deuxième trimestre de cette année. Nous continuons à travailler de manière très intense sur ce pacte, mais il est encore trop tôt pour que je puisse vous donner une date précise. Donc, stay tuned.
Donc Lorenzo, peut-être pour spécifier, il y a deux choses différentes. Il y a le programme de travail de la Commission d'une part, qui a été amendé et adopté en même temps que la proposition sur Next Generation EU. Et c'est ce à quoi Adalbert fait référence à l'heure actuelle. Et il y a de l'autre côté les projets d'ordre du jour des réunions à venir de la Commission, la fameuse liste des points prévus, où là, effectivement, il n'y a pas encore de date fixée pour ce point particulier. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas dans notre programme de travail. Voilà, je passe. Et sur la stratégie hydrogène, je n'ai pas d'informations particulières pour le moment. On reviendra vers toi bilatéralement sur ce sujet. Si entre-temps j'ai une info, on répondra ici en salle de presse. Ansgar, you had a question on this. We can't hear you. We can't hear you. Go ahead. Go ahead. No sound. No sound. Okay. Do we have other questions on the situation in Malta? Georgi, welcome back. Yes. Salut Eric, tu m'entends? Oui, bonjour Georgi. Oui, bonjour Georgi. Salut. Non, c'est pas sur Malte. C'est pour Stéphane. Ça concerne le Mobility Package. Alors attends, on va voir s'il y a d'autres questions sur les questions migration, frontières. J'ai vu, oui, Griselda, je pense que tu as une question pour Adalbert. Griselda, on te passe la parole. Merci, je crois que c'est vendredi. Tu m'entends? Oui, on t'entend, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Je crois que c'est vendredi que le Premier ministre de l'Espagne et celui de l'Italie ont envoyé une lettre en demandant à la Commission de mesures claires et harmonisées pour la libre circulation à partir du moment où le frontière va être débloqué. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous l'avez lu et s'il est faisable de fixer des normes communes dans l'Union? Adalbert. Merci, Griselda. Nous avons bien reçu une lettre de la part du Premier ministre Conte et du Premier ministre Sanchez à ce sujet, et nous allons y répondre évidemment selon les procédures en vigueur. Concernant en général la question de l'approche coordonnée à la restauration pleine et entière de la liberté de circulation et la levée des contrôle aux frontières internes. Comme tu le sais, nous avons présenté le 13 mai une communication à ce sujet et nous travaillons de manière très intense avec les États membres de l'Union européenne et les États associés Schengen pour mettre en œuvre cette approche, notamment à travers des visioconférences régulières. Et donc, nous avons en particulier, la commissaire Johansson a eu en particulier une discussion là-dessus avec les ministres vendredi. Je crois que tu as aussi suivi la conférence de presse qui a suivi cette visioconférence. Et la commissaire a conclu que la situation sanitaire devrait pouvoir permettre un retour au fonctionnement intégral de l'espace Schengen d'ici la fin du mois de juin. Nous allons continuer à travailler avec les États membres dans cette optique-là. Comme tu le sais, les Européens considèrent la liberté de circulation comme un de leurs droits les plus précieux. Et donc, évidemment, nous voulons permettre aux Européens de voyager librement le plus rapidement possible, mais en tenant en compte la situation sanitaire. Excuse-moi, je crois que la question de la lettre n'était pas sur quand chacun va lever les obstacles à sa frontière, mais surtout qui aura et dans quelles conditions le droit de circuler. Je crois comprendre qu'il y a une certaine inquiétude face à certaines interdictions d'acceptation de citoyens de l'Italie ou de l'Espagne dans d'autres États membres. Est-ce que vous avez une approche spéciale sur ça et quelle est la situation, s'il te plaît? Autant je ne peux pas commenter sur le contenu de cette lettre jusqu'à ce que nous ayons pu répondre spécifiquement.
Ce que je peux peut-être dire sur les sujets que tu as soulevés est de répéter ce que la Commission a dit dans la communication adoptée le 13 mai à ce sujet. Et principalement, nous avons mis l'accent sur la nécessité d'éviter toute forme de discrimination. Alors, à ce sujet, peut-être deux aspects à prendre en compte. Un premier qui est la prohibition de la discrimination sur la base de la nationalité. La nationalité n'est pas un critère sanitaire qui peut être appliqué dans ce contexte pour faire une différence par rapport aux personnes qui peuvent ou ne peuvent pas pénétrer sur le territoire d'un État membre, en tout cas en ce qui concerne les citoyens européens. Et deuxièmement, un autre aspect est que, selon la Commission, lorsque des restrictions aux frontières sont levées vis-à-vis certaines régions en Europe, le même traitement doit être réservé aux autres régions ou autres États membres de l'Union européenne qui sont dans la même situation sanitaire. Après, c'est évidemment aux États membres d'appliquer ces critères, de faire une évaluation des situations sanitaires partout en Europe et aussi d'appliquer les autres critères que nous avons énoncés dans notre communication. De notre point de vue, nous continuons à coordonner le travail des États membres et nous les appuyons avec les données, notamment présentées par le ECDC. Donc la lettre n'était pas nécessaire de ton point de vue? Griselda, nous n'allons certainement pas commencer à faire des commentaires sur le caractère nécessaire ou non de lettres qui sont envoyées par des chefs d'État et de gouvernement. Si des chefs d'État et de gouvernement considèrent nécessaire de nous envoyer une lettre, bien entendu, ça l'est. Voilà. Are there other questions for Adalbert? I have a certain number of names noted down, but on other issues, I think. Athanasios, is your question for Adalbert? If not... Yes, it is, and it's a follow-up on the opening of borders and the connections between the member states, because, you know, the Greek government announced recently that they are opening the air borders to very specific airports in Europe, based on a catalog that's published by the EASA. And this catalog obviously lists airports close to known points of COVID-19 cases concentration, which means that it's just a statistical catalog and nothing more. Now, the spin in Greece is that this thing is a blacklist. Of course, it is not a blacklist, because a blacklist is something that entails operational restrictions. Nothing else can be called a blacklist. But my question is, can they do that? Can they actually cherry pick airports from a list allegedly linked to a concentration of COVID cases, especially when in that list of the non-preferred airports, we have the Zaventem airport here in Belgium, which is chosen by EASA as a pilot project for health security. It's an example for the measures they are taking. So how can they do that? Is it even okay with the European rules? Thanks. Okay, thanks. I think it's more a question for Stéphane, so we'll ask Stéphane to come to the podium. But relevant, nevertheless, indeed, on the issue of travel in Europe, so roughly the same issue. Stéphane. Good afternoon. Thank you very much. Yes, a list has been made available by EASA of airports which are considered to have risks in terms of the COVID situation. Now, it is up to all member states to decide which actual measures they intend to take as a result of the elements which are available in this list. Obviously, as we always have stressed in this context, it's very important that there is a good coordination between the member states, and that when decisions are taken in this regard, that the epidemiological situation is taken into account in the different member states concerned, and that there is no discrimination between regions or member states which would have the same epidemiological situation. Thank you. Okay, Stéphane, since you're here, I think Georgi had a question on the mobility package. So let's take that question. Georgi.
Yes. Hi, Stefan. Today, the European Parliament is holding a vote on the mobility package, and I think that's a good chance for me to ask you where is the Commission in its preparation of an impact assessment which may or not influence the decision making. Thank you. Hello, Georgi. Thank you. We are always with you. I don't have anything new to say on this front. You know that the Commission has indicated that it would launch an impact assessment. That impact assessment is ongoing, in particular with regard to these two areas which for which the Commission expressly wanted to have this impact assessment, but the work is still ongoing. So I'm afraid I cannot tell you anything more on this topic. Obviously, when this work is done, you will hear more about this. Thank you. Ok. Lorenzo, est-ce que c'est une question sur le sujet des frontières ou des déplacements au sein de l'Europe? Lorenzo? Sinon. Allô? Oui, vas-y. Oui. Non, c'est un follow-up à la question de Athanasius. En fait, la question était très précise et la réponse, je suis désolé, Stéphane, ne l'était pas. Est-ce que le critère statistique qui a été pris en compte avec cette liste noire peut être équivalent à un critère épidémiologique, qui est quelque chose de bien différent à mon avis. Je veux dire, si le critère doit être épidémiologique, les régions qui ont les mêmes situations épidémiologiques, comment on peut accepter que ce soit par contre un critère statistique basé sur la mortalité des différentes zones où il y a les aéroports? Merci. Thank you. Listen, I don't think I can add a lot to what I had said before. Member states have the responsibility to look at the epidemiological situation, and to do that they take into account all the scientific evidence that they have at their disposal, and that scientific evidence can come from different sources. They take all these sources of evidence into account to come to their decisions to go one direction or rather the other direction. What is important for us is that it is based on a serious scientific approach here. And then, as I said before, there is also the need to have this well coordinated between the member states. But I don't think I can say more than this. Thank you. Yes, I think we've come to the end of what we can say on this today. I still have lots of other colleagues who have other issues that they want to raise. So we will now move on to Ansgar, who had a question on competition. Thank you, Stéphane. Can you please tell me if the German government has already sent a notification for the planned bailout deal for Lufthansa? Ariana. Hi, Eric. Can you hear me? Yes, go ahead. Hi. So, hi, Ansgar. There is, for the moment, no notification by Germany, and therefore, of course, no decision by the Commission. Once notified by Germany, the Commission will assess all the elements of the aid package to Lufthansa before taking a formal decision in line with EU state aid rules. Thank you. Do we have other questions on competition-related issues for Ariana? Only keep your hand raised if that is the case. I see Paola. Paola, is it a question on competition? Yes, for Ariana. Go ahead. Good morning. Good morning, Ariana. Reuters this morning reported that the Commission has given a Wednesday deadline to FCA and Peugeot concerning their proposed mergers, asking for concessions or face a phase 2 investigation. Can the Commission please confirm this timeline? Hi, Paola. So I have no comment on your question. What I can say is that indeed the proposed merger between Fiat Chrysler and Peugeot has been notified to the Commission under the EU merger regulation, and the provisional deadline for the Commission to take a decision is the 17th of June of this year.
Thank you. Are there other questions for Arianna? I do not see any. Then I would like to come back to Michel Vinde, who had a question on something else, I guess. Or perhaps for Arianna. Michel, you need to switch on your mic. Press speak. Yes. Hello? Yes, go ahead. Hi, it's a question for Christian. On an ECJ ruling from April on the Polish disciplinary chambers. A few weeks later, you received a written statement by the Polish government, and I just wanted to check whether you have analyzed the reply. Okay, indeed. Question for Christian. Yes, thanks, Eric. Hi, Michael. Yes, indeed. Having analyzed the reply received from the Polish authorities, the Commission is not in a position to conclude that Poland has taken all the necessary steps to comply with the order. Firstly, in certain cases, the disciplinary chamber continues to operate, and the relevant provisions of the national law could continue being applied. Secondly, the measures to implement the order, according to the reply, might not remain in place until the final judgment of the Court of Justice, as they are made subject to a forthcoming ruling of the Polish Constitutional Tribunal. Therefore, last Friday, on the 5th of June, Justice Commissioner Reinders sent a letter to the Polish Minister of Justice regarding the measures taken by Poland to implement the interim measures ordered by the Court of Justice on the 8th of April. The Commission is explaining its concerns and asking for clarifications and further information from Poland by the 24th of June. Thank you, Christian. Thank you, Christian. Okay, I would now like to move to Mose. Hi, Eric. Thank you. I just have, I think, a brief question about an audit report which was published, I think, last Friday by European Court of Auditors. It deals with the issue of EU's biodiversity strategy from 2011. It is quite critical and claims the findings that there were gaps in the strategy and it didn't hold, let's say, the degradation of biodiversity in Europe. The report was, let's say, published last week, so sometime after the launch of the new biodiversity strategy by the Commission. But according to the Court of Auditors, they did, let's say, show, the findings already in January to the Commission. So my question is, if you think in which way that report might have influenced the new biodiversity strategy. Thank you, Mose. Thank you. Question for Viviane, perhaps, in how the report could have influenced the biodiversity strategy, but I see that Daniel is lurking in the background, eager to answer on the CAP report, on the Court of Auditors report itself. Go ahead. Thank you very much. Good afternoon, Mose. Indeed, we, of course, saw the report that came out last Friday on biodiversity on farmland. And as you said yourself, the court had already informed the Commission about its recommendations, which were a very valuable contribution to the Commission's work when we were developing the biodiversity strategy that was adopted in May. In fact, I can tell you that the Commission has accepted all of the recommendations included in this special report, and many of these shortcomings identified will be addressed in the future CAP discussions, as well as in the implementation of the biodiversity strategy. So we have worked very well together with the court on this report. So Daniel, now that Viviane has stolen the limelight on this, do you have anything to add? Nothing at all. I'll let Viviane shine. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you to both of you. Are there other questions for us today? I had seen a hand raised from Viviane.
I'm not sure if it's still relevant. I don't see your hand. So, Christian, tu as une question, je vois, sur le sort des interprètes freelance. Oui, absolument. J'ai lu ce week-end un papier écrit par mon confrère Jean Quatremer dans Libération qui parle du mauvais sort qui a été fait aux interprètes freelance qui travaillent pour les institutions européennes, dont les contrats ont été dénoncés, et je voudrais savoir si, un, c'est bien comme ça que ça s'est passé, et deux, quel est leur statut, puisque manifestement, lui écrit qu'ils ne peuvent avoir le chômage qui est réservé aux agents temporaires et qui ne peuvent non plus avoir le chômage réservé aux ressortissants en Belgique. Donc ce sont des gens qui se retrouvent sans aucune couverture, alors qu'ils travaillent quasiment exclusivement pour les institutions européennes, et il fait état d'une négociation qui a eu lieu avec la DG interprétation et traduction, qui leur a offert une indemnité de 1 300 €, ce qu'ils ont manifestement refusé comme une aumône. Donc je voudrais faire un petit peu le point sur cette armée. Tu as été interrompu, mais tu veux qu'on fasse... Ils sont très utiles et j'aimerais pas qu'on les laisse comme ça dans la panade. Merci. Merci beaucoup de te préoccuper pour le sort de nos collègues interprètes que je salue, sans lesquels nous ne pourrions pas effectivement faire notre travail ici en salle de presse notamment, mais bien entendu dans beaucoup d'autres réunions multilingues. Je passe la parole à Balázs. Oui, merci. Évidemment, c'est une question très importante. En même temps, il y a pas mal de questions techniques dans les points que vous avez soulevés. Néanmoins, je vais quand même tenter de vous donner une réponse assez large que je peux. Donc, la Commission européenne est consciente, bien évidemment, de l'impact de la pandémie de coronavirus sur la communauté des interprètes indépendants. Malgré la diminution des réunions, la Commission a honoré tous les contrats et les interprètes indépendants ont été entièrement rémunérés jusqu'au 31 mai. Alors, afin d'atténuer davantage l'impact de la crise sur les interprètes indépendants, la Commission a aussi pris plusieurs mesures telles que l'élaboration de mesures d'atténuation fondées sur des contrats avec un paiement anticipé, afin de combler les mois de juin et juillet, pendant lesquels la demande va bien évidemment diminuer pour le service des interprètes, à la lumière des circonstances. En même temps, les services d'interprétation de la Commission ont mis beaucoup d'efforts aussi pour créer les bonnes conditions techniques pour ramener la communication multilingue à nos réunions et accroître de cette manière les possibilités de contrat pour les interprètes freelance. Alors, l'exemple phare, à mon avis, à cet égard, c'est en fait l'exemple phare de la Commission sur l'utilisation de cette technologie. Attendez. L'utilisation de cette technologie a été la Coronavirus Global Response Pledging Conference du 4 mai 2020, par exemple. Aussi, je peux mentionner que la technologie Interactio a été installée dans de nombreuses salles de réunion et les conditions techniques sont constamment améliorées. Donc, on s'attend à ce que d'autres réunions impliquent les interprètes en juin et juillet. Christian, si j'ai bien compris, ta question portait en particulier sur les droits des interprètes freelance à des prestations chômage, soit au titre du statut, soit au titre du régime belge, ou peut-être d'ailleurs d'autres États membres, parce que je ne suis pas sûr que tous les interprètes freelance soient nécessairement résidents en Belgique. Je te propose que nous revenions vers toi sur cette question bilatéralement une fois qu'on aura pu vérifier les informations en interne, mais je crois que le point important que Balázs a fait, c'est que nous essayons de faire en sorte que la charge de travail disponible pour les interprètes, qui correspond aux tâches habituelles de la Commission, bien entendu, soit maintenue, soit rétablie le plus rapidement possible, y compris en utilisant les solutions technologiques comme celles que nous utilisons ici pour la réunion, notre point de presse quotidien. Voilà, je ne vois pas d'autres questions pour nous aujourd'hui. Is there any other question for us today? That does not seem to be the case.
So, bon appétit et à demain.